Faut-il investir dans Saint-Gobain? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste de la chimie du bâtiment. On voit que le cours de l'action est au plus haut, hein, quasiment. Le plus haut, c'est 103 €. On est à 100 €, donc on est quasiment au plus haut absolu. Donc très bien. On est sur un fort momentum. Est-ce que, enfin, c'est bien. Est-ce que ça veut dire que c'est trop tard pour entrer sur le cours de l'action? Pas forcément. On va regarder ce qui se passe niveau croissance. Donc, alors, cette croissance, il faut l'interpréter, il faut un peu la retraiter. L'entreprise a changé un peu de stratégie depuis 2020 et elle a décidé de se recentrer sur des activités à plus forte marge et donc le périmètre a varié. Ce qu'on a dans l'outil, ici, l'outil Coifin, c'est publié, c'est la croissance, c'est le chiffre d'affaires publié. Donc, on a des variations de périmètre qui sont embarquées dans ce qu'on voit ici. Donc, il faut bien en tenir compte. Si on donc sur cette croissance publiée, on est en médiane sur 2,1 % de croissance. Donc on peut dire que globalement, on est quand même sur une activité mature, changement de périmètre ou pas. Sur sur les quelques dernières, publications, on a un momentum, on va dire moins défavorable que sur les publications d'avant. Donc on a fortement décéléré, donc il y a du périmètre aussi, hein, donc ici. Ça rend un peu la lecture compliquée, mais ce qu'on voit, c'est que la décroissance, décélère. Donc la vitesse de décroissance, ralentit, donc c'est bien. On va revenir potentiellement vers une croissance positive, en publié dans les prochaines publications. Excellent. On voit qu'on a fait 39 milliards d'acquisitions sur 10 ans. La market cap à 50 milliards. Moi, je pense que ça veut dire aussi qu'il y a des acquisitions qui ont été mal exécutées parce que, ça représente quand même une énorme partie de la capitalisation boursière. On a fait aussi un peu de croissance organique, donc il faut aller regarder. Je ne pense pas qu'on a l'information dans l'outil ici, mais s'il y a eu des dépréciations des écarts d'acquisition. Dépréciation d'écarts d'acquisition, on est obligé de faire chaque année un test de dépréciation sur les écarts d'acquisition pour vérifier que les sociétés qui ont été rachetées délivrent ce qui était escompté. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on doit passer une charge qui est non cash, bien évidemment, mais on doit déprécier l'écart d'acquisition. Voilà. Donc il faudrait vérifier s'il y a ce point-là, et ça voudrait dire que le track record du management en fusion-acquisition n'est finalement pas si bon, hein. Donc il faudra en tenir compte. Bon, niveau croissance, voilà, on n'est pas sur quelque chose de très flambant, on le savait. Maintenant, il faut plutôt regarder ce qui se passe d'un point de vue marge. Et voilà, l'avenir, à mon avis, la croissance, ça sera surtout de la croissance externe. Alors, du point de vue des marges, donc là, on voit tout le travail qui a été fait depuis 2020 de recentrer l'activité sur des activités à plus forte marge, et ça se voit ici. On voit qu'on est en augmentation depuis 10 ans, on était à 25%, actuellement on a 28% en taux de marge brute. Le plus gros du travail, ça a été sur le taux de marge d'EBITDA, on était à 9,9, maintenant on est à 14,6, donc ça c'est excellent. Et le taux de marge net a bien suivi, donc plutôt pas mal. Donc voilà, on voit que le changement de stratégie est payant et que ça se ressent sur les taux de marge. On a changé un peu d'activité, on s'est recentré et au final, il vaut mieux peut-être baisser son chiffre d'affaires, se délaisser les activités qui sont pas très très rentables pour se recentrer, et c'est finalement ça va améliorer la croissance des bénéfices beaucoup plus vite que si on faisait la croissance avec les anciennes activités. Donc bon, bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal ce qu'on voit sur les taux de marge de Saint-Gobain. Maintenant, si on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow, donc des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets depuis 2018, en cumulé bien sûr. Donc ça veut dire que c'est le signe clairement d'une activité qui est mature, hein, qui a plus besoin de faire des grosses dépenses en capital et qui va plutôt faire la croissance par acquisition. Et donc quand vous faites ça, ça vous dégage des free cash flow. Donc on peut regarder ce qui se passe du point de vue du BFR, hein, le besoin en fonds de roulement. Alors, il est bientôt négatif et ça, c'est très bien. Ça veut dire que leur société pèse de plus en plus dans le rapport de force face à ses clients et ses fournisseurs. Elle peut se faire payer avant de devoir payer ses fournisseurs, ça c'est bien. Est-ce que la variation du BFR va dans le bon sens? Oui, hein, globalement. La variation continue à être négative, donc bientôt on va pouvoir repasser en BFR négatif sur Saint-Gobain. Et une fois que vous êtes BFR négatif, ça veut dire que ce sont vos clients qui payent les opérations. Vous n'avez pas besoin de réinjecter de cash, vous touchez l'argent des clients avant de devoir le débourser pour vos fournisseurs, et donc du coup vous pouvez injecter cet argent dans vos activités en attendant. Donc ça c'est très très bien. Niveau de dépréciation amortissement vs dépenses en capital, on est sur des dépréciations amortissements qui sont supérieures aux dépenses en capital. Donc voilà, ça c'est le signe d'une activité qui est mature. En plus, comme ils sont recentrés vers les activités à plus forte marge, ils ont peut-être moins investi dans les activités qui comptent, qui délaissent. Donc ça c'est bien. Et est-ce qu'il y a du other non-cash items? Il y en a pour 15 milliards. Donc peut-être que les écarts d'acquisition dépréciés se retrouvent là-dedans. Il faut aller vérifier. Bon,
Globalement, alors vous avez peut-être pas toute l'explication ici, vous avez des éléments d'explication, mais je pense que si, hein, voilà, si vous faites 8 milliards plus 15 milliards, vous avez 23 milliards, ça vous fait 84 milliards. Bon, il en manque un petit peu ici. On pourra utiliser en tout cas les free cash flow pour valoriser l'entreprise plus que les bénéfices nets. Voilà. Et puis vous pouvez toujours utiliser évidemment l'EBITDA si vous le souhaitez. Moi, c'est mon cas, je préfère utiliser l'EBITDA quand on est endetté. En fait, c'est que l'utile de ne pas la valeur d'entreprise sur free cash flow. Donc, j'utilise la valeur d'entreprise sur EBITDA parce que la valeur d'entreprise, ça permet de tenir compte de la dette. Bon, on regarde le rendement des capitaux investis, qui est la rentabilité opérationnelle. On est sur une médiane de 8,3, ce qui est pas si mal, et actuellement on est à 9,5. Donc c'est plutôt bien, hein. On est bien au-delà de la croissance. Donc on a du cash en plus qui en excès, hein, qui est dégagé par les activités. Et ce cash, on n'a pas besoin de le réinjecter, d'en réinjecter beaucoup dans l'activité et dans le CAPEX pour faire croître faire croître le business, puisque on n'a plus beaucoup de croissance organique. Donc en fait, ça fait du cash qui est dégagé, et ce cash, on peut peut-être faire de la croissance avec en faisant des acquisitions, ou alors le rendre aux actionnaires, ou rembourser la dette si on est endetté. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors il y a un petit peu de dette quand même sur Saint-Gobain. La dette, elle monte quand on fait des acquisitions en réalité, hein. Donc et on voit que les acquisitions, il y en a un peu tout le temps quand même, hein. Donc cette dette-là, elle est pas très élevée. On est à 1,5 fois, un peu moins même, l'EBITDA, donc c'est pas très élevé, hein, comme endettement. En termes de free cash flow, c'est entre 3 et 4. Bien, bon, c'est très soutenable, hein, comme niveau d'endettement. Je pense que le management est confortable à ce niveau-là. À voir s'il priorise le désendettement ou s'il priorise les acquisitions et évidemment la rémunération d'actionnaire. Mais bon, pour l'instant, rien à signaler sur cette dette, c'est un niveau qui est convenable. Au niveau de la rémunération d'actionnaire, hop, on est sur 1 milliard de dividendes, à peu près 1,40 milliard. Bon, ça vous fait un rendement qui est intéressant. Hem, Ça vous fait 2 de rendement. Bon, c'est pas exceptionnel, mais il y a des rachats d'actions. Alors, c'est soutenable, hein, ces dividendes, puisqu'on est à moins d'un tiers des free cash flow, donc ils peuvent le monter. Ils peuvent aussi continuer à faire des rachats d'actions. Est-ce que ces actions sont annulées derrière? Vu comme c'est régulier, moi je pense qu'ils annulent ces actions, mais il faut aller vérifier ce que dit le management. On est sur 3,2 de rendement d'actionnaires, donc ça inclut les dividendes et les rachats d'actions. Attention, il faut prendre ce chiffre si les rachats d'actions, si les actions rachetées sont annulées derrière. Si elles ne sont pas annulées, ce chiffre en fait, est faux. Donc là, bon, si elles sont annulées, on est à 3,2 de rendement d'actionnaires, ce qui est tout à fait intéressant, à ce niveau. Maintenant, c'est pas exceptionnel, mais il y a de la place pour que ça monte. Voilà. Au niveau de la valorisation, moi je vais mettre en valeur entreprise sur EBITDA. Ah, il y a pas de, voilà, ça on a changé de profil et donc le marché apprécie, et donc on a un multiple qui est au-dessus de la médiane 10 ans. En fait, dans cette médiane, on inclut, l'ancien périmètre, en fait, l'ancien business model avec des activités à moindre marge. Donc en fait, ce multiple n'est plus forcément très pertinent. Peut-être qu'il faut regarder un multiple, ça va être compliqué, hein, de prendre un multiple, qui reflète la nouvelle réalité. Si on se met sur 20 ans, on s'est payé combien? On s'est payé, 6,5 sur 20 ans, donc ça on s'est jamais payé très cher, hein, sur Saint-Gobain. Sur 10 ans, 6,4 sur 5 ans, 6,4. Bon, en fait, même sur 3 ans, on s'est payé un peu moins. Donc il faudrait peut-être prendre un multiple, mais là, ça commence à être un peu tiré par les cheveux, où, on commence à avoir la nouvelle activité qui a été complètement prise en compte par le marché. Même là, en fait, il faudrait prendre peut-être un multiple arbitraire, quoi. Il faudrait plutôt regarder, par rapport aux comparables. Mais en France, je ne sais pas qui est comparable à cette taille-là. Parce que, en fait, je pense pas qu'on retourne, vers la médiane sauf accident. On retournerait vers la médiane si on avait les anciennes activités. Mais là, on a un nouveau profil avec un peu de croissance. Maintenant, moi, mon niveau value, c'est à 7. On est quand même au-dessus, hein. Donc, par rapport à l'historique, il y a pas forcément de marge de sécurité. Par rapport aux actifs tangibles, pas du tout, vu qu'il y a beaucoup en fait, on l'a vu, hein, il y a beaucoup d'écarts d'acquisition, hein, donc c'est sûr qu'il y a pas de décote par rapport aux actifs tangibles. Donc tout ça pour dire que sur Saint-Gobain, ça se paye 8 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, le business model a changé, on est au plus haut. Si on veut être prudent, il vaut mieux attendre de retourner à cette fois les EBITDA, hein, donc c'est 13-14 plus bas, hein. Si vous retournez, à mon avis, à 85 €, là, ça commencera à être intéressant d'un point de vue value. Là, pour l'instant, c'est peut-être un petit peu cher, mais vous avez face à vous une entreprise qui est en train de devenir, qualitative, hein, donc c'est normal que ça se paye un peu plus cher qu'avant. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!